ouvrez quelqu'un et que au bout d'un certain temps, vous ne respirez pas, si la personne n'est pas dans votre environnement, ne pensez pas que c'est nécessairement la personne qu'il faut épouser. Parce que là, c'est une espèce de prison affective. Moi, je voudrais donner du coup, c'est le fait que deux personnes, un homme, une femme. Alors, ce que je peux dire de mon expérience personnelle, je vais essayer de résumer. Quand on cherche, je vais dire de comprendre. La première erreur à ne pas commettre, c'est de chercher quelqu'un qui... La définition que moi je voudrais donner du couple, c'est le fait que deux personnes, un homme, une femme, qui pour moi sont âgés de 18 ans. 18 ans, pas parce que je pense que ceux qui ont moins de 18 ans ne s'aiment pas sincèrement, mais 18 ans aussi parce que c'est aussi l'âge qui permet de prendre des responsabilités et de poser des actes juridiques, parce que ça intervient dans la vie de couple. Donc, deux personnes de 18 ans qui partagent une vie commune, mariées ou pas, mais qui cohabitent, donc qui sont ou mariés ou en union libre, qui sont, je vais dire, reconnus en quelque sorte comme tels et qui sont accompagnés par leur entourage en tant que couple. C'est important parce que un couple ne vit pas sur une île. Un couple interagit avec ses parents, avec les parents de l'autre, avec l'entourage, la famille plus élargie, avec les amis, avec des aînés qui peuvent conseiller, etc. C'est pour ça que je dis, un couple se construit mieux quand il est socialement reconnu comme couple et quand il est accompagné comme tel. C'est une définition qui peut ne pas plaire, mais je la préfère ainsi parce que sinon, je dirais que j'encouragerais les jeunes à penser que dès qu'ils ont fait une rencontre, qu'ils ont eu une relation sexuelle 2-3 jours avec quelqu'un, qui sont en couple. Non. Le couple, c'est quelque chose vraiment... Dans le couple, la notion de couple, il y a déjà une notion de responsabilité, il y a déjà une notion de constance. Donc, voilà ma définition du couple. Alors, ce que je peux dire de mon expérience personnelle, je vais essayer de résumer, puisque ça s'inscrit dans le cadre d'une interview qui a certainement d'autres questions. Moi, j'ai connu mon mari, nous nous sommes connus très jeunes en fait. Nous étions encore chacun étudiants. Nous nous sommes connus très très jeunes. Nous nous sommes mariés jeunes aussi. Et je pense que ce qui a caractérisé notre relation, c'est que chacun de nous savait déjà où il allait, savait ce qu'il voulait au moment où on s'est rencontrés, bien qu'étant jeune. Je crois que c'est vraiment cette chance que nous avons eue d'avoir tous les deux des projets, d'avoir eu très tôt une vision pour notre vie, d'avoir des projets. Et ça fait que quand on s'est rencontrés, on a partagé l'un avec l'autre quelles étaient nos idées, comment on se projetait sur l'avenir. Je savais que je voulais être avocate. Mon mari savait déjà qu'il voulait être architecte. Ce qui fait que dès le début de notre relation, chacun a laissé l'autre poursuivre sa voie. Et en même temps, chacun a aidé l'autre. Chacun a donné son adhésion, en fait, à la vision que l'autre avait de son avenir et a également contribué à accompagner l'autre dans la voie qu'il a choisie. Je ne sais pas comment illustrer ça, mais je me souviens par exemple que quand mon mari devait faire sa soutenance, il avait beaucoup en tant que jeune architecte qui devait faire sa soutenance, il avait beaucoup de croquis, un certain nombre de choses qu'il devait présenter le jour de sa soutenance, où il soutenait son mémoire. Et la veille encore, il était en train de mettre des couleurs dans un certain nombre de choses.
Et moi, bon, je dessine, je sais dessiner, c'est un don. Je ne dessine pas des croquis, je ne dessine pas des plans de maison. Moi, je suis plutôt dans le dessin de modèles, de robes et autres. Mais je sais dessiner, je sais mettre des couleurs. Et donc, ce jour-là, ensemble, pendant qu'il faisait certaines choses, moi, je mettais les couleurs, etc. Donc, et réciproquement, quand je préparais mon mémoire de maîtrise, quand j'avais besoin que quelqu'un m'écoute dans la préparation de mon exposé, il m'écoutait. Donc, chacun s'est investi dans ce que l'autre était en train de préparer et chacun a laissé l'autre aussi suivre sa voie. Ça n'a pas du tout été une situation où quand on s'est rencontrés, mon mari peut-être a essayé de me réorienter pour me dire tu veux être avocate, moi je trouve que c'est compliqué, si tu étais plutôt notaire ou est-ce que tu veux pas être conseiller juridique dans une banque. Non. Tout comme je trouvais le métier d'architecte, je m'y suis intéressée, tout comme lui aussi s'est intéressé au métier d'avocat. Donc je pense que ça nous a beaucoup aidé. Cette façon à la fois de laisser de l'espace à l'autre pour se construire et de contribuer à la construction aussi de cet autre, je pense que ça a constitué une sorte de pilier dès le début de la relation. Et nous sommes mariés et nous avons aussi convenu une espèce de planification en quelque sorte, bien entendu sans aucune prétention parce que c'est Dieu qui, je m'excuse, je le dis parce que nous sommes tous les deux des chrétiens et nous sommes vraiment accrochés à Dieu, nous en avons fait le premier pilier, donc sans prétention mais avec un minimum de précision quand même. Jean, combien d'enfants on veut faire ensemble? Et dans quel espacement? Parce qu'on a des projets. Il faut avancer dans les projets. Pour s'occuper des enfants, il faut avoir un minimum. Et il faut évoluer également professionnellement. Parce que s'occuper d'un enfant, affectivement, matériellement, etc., c'est différent de le faire pour 2, c'est différent de le faire pour 3. Et nous avions eu notre premier très tôt. J'étais dans mon année de maîtrise quand nous avons eu notre premier. Donc, nous nous sommes dit, on va s'asseoir, on va voir comment on va procéder. On s'est réparti les tâches financières, on s'est réparti un certain nombre de choses pour qu'il y ait, je vais dire, de l'ordre, pour nous faciliter la tâche. C'est pas à chaque fin du mois qu'on va commencer à se demander qui fait quoi, etc. Non, nous savons déjà que telle personne le fait selon ses possibilités, parce que nous ne gagnons pas nous n'avions pas des revenus égaux, etc. Mais on s'est entendu. Mais je pense aussi que beaucoup de choses ont été faites instinctivement, sans qu'on ne s'asseye pour écrire. Instinctivement parce que comme il y avait déjà une sorte de vision commune, certaines choses sont venues se placer, comment je vais dire, elles se sont imposées à nous, pas de façon contraignante, mais comme une logique. Dès l'instant où nous savons où nous allons, nous savons ce que nous voulons, telle chose ne peut s'intégrer que par rapport à telle saison. Telle chose ne peut être faite que de cette manière pour rentrer dans l'harmonie du grand ensemble. Donc ça nous a énormément aidé. Et le fait que chacun connaisse, sache où l'autre va, ça a aussi aidé par rapport à l'adhésion de chacun au fur et à mesure que des opportunités se présentaient, l'adhésion de chacun pour que l'autre fasse ce qu'il a envie de faire. C'est pour cela que nous avons pu, comment dirais-je, selon certaines saisons, l'un jouait le rôle de papa et maman à la fois, pendant que l'autre se construisait par rapport à quelque chose, etc. Nous sommes tous les deux de grands voyageurs, nous avons toujours été de grands voyageurs, mais nous avons toujours su trouver une façon de faire en sorte que quand l'un est parti, l'autre est là, et que aussi, grâce à la solidarité familiale, grâce au fait que les liens avec la famille élargie sont forts, ça faisait que
ma maman pouvait venir rester, sa maman pouvait venir rester, s'il arrivait que vraiment cette fois-ci, nous deux, nous avions besoin de partir ensemble. Donc c'est comme ça que nous avons évolué. Et c'est vrai, en plus d'être architecte et en plus d'être avocate, nous avons eu d'autres occasions de nous impliquer dans la vie sociale, dans la vie publique, etc. Mais ça n'a jamais été un problème pour nous, en fait. Je pense aussi qu'il y a deux choses qui nous caractérisent aussi, c'est que nous communiquons énormément. C'est-à-dire que la communication, peut-être j'y reviendrai, c'est une clé, c'est comme une clé magique dans la vie de couple. Et quand je dis communication, je parle de la communication sur les choses simples, comme aussi les choses les plus complexes, les choses qui fâchent. C'est surtout sur les choses qui fâchent qu'il faut communiquer. Parce que c'est ces choses-là, quand on ne communique pas dessus, qui deviennent des gangrènes pour le couple. Donc voilà comment ça s'est passé jusqu'à aujourd'hui. À une certaine époque, nous nous sommes concertés un peu pour voir quelle orientation on donne à la deuxième. C'est pour ça que je dis, c'est presque spontané. Pratiquement chaque décennie, il y a comme une entente pour que les choses évoluent de telle façon. Les choses évoluent de telle façon. Bien sûr, il y a des accommodements, il y a des choses qu'on révise à la baisse, d'autres sur lesquelles on accroît les efforts, etc. Et on essaye de trouver un équilibre entre vie de famille, vie de travail, repos, etc. Ce n'est pas toujours simple, mais bon, si on est là ensemble depuis 33 ans, c'est que c'est possible. Et si je dis que si c'était à recommencer, je le referais avec la même personne, ça veut dire qu'il y a beaucoup de bonheur dedans quand on s'accorde. Voilà ce que je peux dire. Je crois que il y a une chose, en tout cas, que moi j'ai compris. C'est que la première chose, c'est quoi? Quand on veut se mettre avec quelqu'un, quand on cherche, je vais dire le compagnon, la première erreur à ne pas commettre, c'est de chercher quelqu'un qui est votre moitié. J'entends souvent ça. On croit que quelqu'un est sa moitié. Et parfois aussi, la lecture que l'on fait de la parole de Dieu fait que on se dit je cherche ma côte. Non. Si on se met à chercher sa moitié, ça veut dire que soi-même on n'est pas complet. Mais si vous n'avez pas, si vous ne croyez pas que vous êtes complet, vous ne trouverez personne. Parce que personne ne pense qu'il a une moitié dont la moitié est en balade quelque part. Il faut se dire qu'on est quelqu'un d'entier. Et la personne qu'il faut chercher, c'est quelqu'un qui est entier. Pourquoi? Parce que sinon, on regarde les choses dont on pense qu'on manque, et c'est ça qu'on établit comme critère pour rechercher l'autre. Donc, j'ai pas d'argent, je ne suis pas née dans une famille riche, donc je dois trouver celui qui est né d'une famille riche. Je ne suis pas beaucoup allée à l'école, donc lui il doit être allé à l'école vraiment. Mais bref, on construit en fait une image sur la base des frustrations et des choses dont on pense manquer. C'est raté d'avance. Parce que vous ne trouverez pas cette personne-là. Et c'est encore plus grave quand deux personnes qui pensent être une moitié et que leur moitié se balade quelque part, quand elles se mettent ensemble, c'est deux frustrations réunies, c'est vraiment deux visions erronées de la personne qu'elles sont et de la personne à la découverte de laquelle elles vont erroner, et ça ne peut donner qu'un échec. Donc première chose, nous ne sommes la moitié de personne. Donc ne cherchons pas quelqu'un qui est notre moitié. La deuxième chose, ce n'est pas si vous découvrez quelqu'un et qu'au bout d'un certain temps, vous ne respirez pas sans la personne, si la personne n'est pas dans votre environnement,
ne pensez pas que c'est nécessairement la personne qu'il faut épouser. Parce que c'est une espèce de prison affective. Ce n'est pas de l'amour que vous développez à l'endroit de cette personne, c'est de la dépendance. Il y a des gens qui ne peuvent pas respirer, qui ne peuvent plus rien faire quand elles ont fait la connaissance de quelqu'un et que la personne n'est pas dans leur environnement immédiat. Ces personnes-là perdent ce qu'elles ont comme personnalité, tout ce qu'elles ont comme vision, tout ce qu'elles ont comme idée de leur propre personne, et tout repose sur cette personne qu'elles ont découverte. Et elles pensent que ah, c'est lui. Si je ne peux plus respirer sans lui, si je ne peux plus rien faire sans lui, c'est que c'est lui. Et ça, c'est toujours un peu l'image de la personne qui cherche une moitié. Moi, je dis que c'est dangereux. Si vous ne pouvez plus réfléchir par vous-même, vous ne pouvez plus prendre de décision, vous ne pouvez plus continuer votre chemin, vous ne pouvez pas respirer, vous sentir plein et entier. Or, la présence de cette personne, c'est que vous êtes déjà en train de tomber dans un esclavage affectif. Donc, il faut faire très attention et ne pas mélanger dépendance affective et puis amour. N'est-ce pas? Donc, il faut, quand on fait connaissance avec quelqu'un, qu'on n'a par exemple le sentiment que, ah, si je peux construire quelque chose avec cette personne, il faut être très observateur. Je ne dis pas qu'il faut être inquisiteur, je ne dis pas qu'il faut être envahissant, mais il faut observer la personne. Observer la personne par rapport aux questions de prise de responsabilité, aux questions de décision. Voyez comment elle se comporte. Est-ce qu'elle prend des décisions et est ferme? Voyez si la personne a de l'empathie. Quand il y a une situation où normalement on doit éprouver de la compassion, observez la personne pour voir. Si la personne n'éprouve aucune compassion, ça doit être une alerte. Ça doit vous faire réfléchir. Mais c'est bizarre. Dans une telle situation, moi j'éprouve de l'empathie. J'ai de la compassion. Pourquoi la personne là, elle est dure, indifférente comme ça? Donc il faut aller vraiment à la découverte de la personne. Il faut observer les comportements de la personne face à des situations que vous savez que dans la vie de couple, vous allez vivre, comment je vais dire, régulièrement. Même sur les petites questions d'argent, observez. Je ne dis pas qu'il faut devenir un dépendant financier de la personne, mais observez comment la personne, sur les questions d'argent, comment la personne réagit. Est-ce que la personne elle est posée, apaisée, ou est-ce que c'est quelqu'un qui est comme permanemment sur le qui-vive quand il s'agit de finances et qu'il faut peut-être contribuer à quelque chose? Parce que si vous êtes avec quelqu'un qui a ce problème avec l'argent, vous savez que vous aurez de gros problèmes. Donc, voilà, oui, voilà, je vous donne quelques exemples parce que l'interview ne permettra pas de tout couvrir. Il faut être attentif à ces choses-là. Et puis, regardez aussi ce que vous partagez en commun. Vous n'allez pas vous mettre avec votre sosie. Vous allez vous ennuyer royalement. C'est généralement deux natures différentes qui s'attirent. Mais il y a toujours des choses que vous avez en commun. Donc, il faut aller un peu à la recherche des choses que vous avez en commun. Quelle est la vision que cette personne a de la vie? Quelle est la vision? Comment elle voit la vie? Comment elle voit la vie de couple? Essayez d'aller dans des discussions qui ramènent un peu à la vie de couple. Ça vous permet en fait de savoir si la personne est quelqu'un qui communique, avec qui vous allez pouvoir communiquer, ou si c'est quelqu'un qui a des idées arrêtées, déjà arrêtées sur certaines choses sur lesquelles la personne ne cédera pas. Parce que c'est vrai, la vie de couple, c'est entre deux personnes qui viennent de familles différentes, qui n'ont pas forcément été éduquées pareil. Donc, il faut à la fois faire l'équilibre entre les choses pour lesquelles c'est normal que vous n'ayez pas forcément la même idée, mais toujours la possibilité de discuter. Et que même quand vous n'êtes pas d'accord, vous convenez que vous n'êtes pas d'accord. Ça ne devient pas un sujet
comment je vais dire, de dissension. La discussion doit pouvoir mener jusqu'au moment où vous vous dites, bon, ok, sur ce plan, c'est sûr, on n'est pas d'accord, mais je respecte ta position. Si la personne ne respecte pas votre position et trouve tout le temps que c'est vous qui êtes stupide, qui êtes bête, qui n'êtes pas instruit, et qu'il ne lui arrive jamais de dire, bon, ben, ça c'est ta position, je la respecte, tu as ta logique, mais bon, moi j'ai la mienne. Donc il doit y avoir une tolérance et un maintien du respect de l'autre, même s'il est d'une opinion différente. Donc quand vous observez que ça bloque, ça coince sur ces choses-là, attention. C'est des signaux d'alerte pour vous dire, ah attention, avec cette personne, il faut faire attention.